L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fora le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan.
Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamique géologique, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature ? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux ? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmises par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation ? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvue de valeur historique, cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement être la plus ancienne jamais édifiée par l'homme. Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale ? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables.
Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazné, ou le Trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Khazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient, ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement. À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors, comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche.
Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg, le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Il était une fois un phare si haut qu'on pouvait apercevoir son faisceau à 48 km de distance. Une tour mystérieuse qui était le symbole de la richesse et du génie de l'ingénierie. Faite de pierres si gigantesques et lourdes qu'elles nous laissent encore sans voix. Comment ont-ils fait ça? Elle a survécu à plusieurs tremblements de terre consécutifs jusqu'à s'effondrer au XIVe siècle. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues viennent de remonter 22 de ces blocs colossaux des fonds marins. Ils sont en train de reconstituer la tour pour que nous puissions à nouveau l'admirer et l'explorer. Mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Le phare d'Alexandrie n'était pas un phare parmi d'autres. C'était le phare des civilisations anciennes. L'une des merveilles du monde les plus durables. Construit vers 280 avant notre ère sur une petite île appelée Pharos, il culminait à environ 100 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est plus haut que la Statue de la Liberté, ou Big Ben. Toutefois, gardez à l'esprit qu'elle fut construite avant l'invention de la grue, de la poutre en acier et des amateurs de musculation. Et cela devient époustouflant. Pour les marins, apercevoir cette tour scintillante, c'était comme de voir enfin le panneau de sortie après des heures de conduite sur l'autoroute la plus dangereuse du monde. Le phare était un soulagement pour leurs yeux fatigués,
car la légende dit que les eaux autour de Pharos étaient difficiles, pleines de récifs cachés extrêmement dangereux pour les navires. D'anciennes sources prétendent que sa construction a nécessité environ 12 ans, avec un coût avoisinant les 800 talents d'argent athéniens, une unité de poids antique proche de 26 kg. Cela signifie que quelqu'un a dû transporter des coffres contenant 23 tonnes de pièces de monnaie pour régler la note, sans chariot élévateur, très probablement à travers la mer. Incroyable. Le phare était tellement impressionnant que le mot « pharos » a fini par être utilisé pour désigner les phares dans tout un tas de langues. Sa structure suivait un design à 3 étages. Elle était carrée à la base, octogonale au milieu et cylindrique au sommet. Tout en haut, il y avait une statue, vraisemblablement de Zeus ou de Poséidon. L'extérieur du phare en calcaire blanc avait été poli avec un enduit attrape-soleil, de sorte qu'il brillait comme un phare même sans feu. La nuit, la situation changeait. Le bois était difficile à trouver en Égypte, donc le feu pouvait être alimenté par des fagots de racines de papyrus, voire de la naphte pour une flamme plus vive. Quel que soit le combustible, sa lueur était amplifiée par un miroir massif en bronze poli. Les miroirs en bronze étaient assez courants à l'époque. Ce n'est qu'à la Renaissance, bien après que le pharos se soit effondré, que les miroirs recouverts de verre sont devenus la norme dans les phares européens. Pendant la journée, ce même miroir pouvait réfléchir la lumière du soleil, et la silhouette blanche éclatante de la tour, ainsi que la fumée s'élevant de son feu, aidaient les marins à trouver leur chemin. Alexandrie était l'un des ports les plus fréquentés du monde ancien, rempli de marchands, de voyageurs et de messagers, et son phare était son monument emblématique. Anecdote amusante. Si vous êtes fan de l'univers de Game of Thrones, vous avez certainement pensé à la Hightower de Villevieille. Certains fans spéculent que non seulement le phare fictif, mais la ville elle-même proviennent, par inspiration, d'Alexandrie. Et l'amour de George R.R. Martin pour les merveilles anciennes ne s'arrête pas là. Il y a aussi le titan de Braavos. L'auteur bien-aimé a confirmé le parallèle intentionnel avec le monumental colosse de Rhodes. Pendant plus de 1600 ans, le phare s'est dressé fièrement face au temps, aux tempêtes, aux guerres et aux intrigues, tout comme dans Game of Thrones. Mais il a finalement été défait par la nature elle-même. Malheureusement, une série de grands tremblements de terre, au cours du XIVe siècle, ont eu raison de lui, éparpillant ses pierres massives sur le fond marin. Pendant plus de 5 siècles, les vestiges du phare sont restés là, sous les vagues, le tout se transformant essentiellement en un jardin de pierres submergées. Les plongeurs le savaient, mais remonter des blocs de 60 tonnes est un travail de super-héros. Ou alors il faut une grue surpuissante. Et jusqu'à récemment, il était beaucoup plus sûr de laisser ces blocs là où ils étaient. Alexandrie est, encore aujourd'hui, un port animé, et n'est pas ce qu'on appelle un endroit très propice à l'archéologie délicate. Dans les années 1990, des archéologues ont commencé à cartographier toute la zone autour de l'île de Pharos. Ils ont trouvé des blocs de calcaire et de granit taillés avec précision, certains montrant encore des bords sculptés. Au fil du temps, plus de 100 pièces massives ont été cataloguées, y compris des morceaux de colonnes, de statues et de gigantesques blocs de construction qui ne pouvaient provenir que du phare. Finalement, en 2025, des équipes égyptiennes et françaises se sont associées et ont amené une super grue et une équipe de plongeurs. Lors d'une opération méticuleusement planifiée, ils ont remonté 22 dalles géantes du fond marin. Il y avait des éléments tels que des linteaux de porte, des dalles de seuil et un pylône mystérieux, supposé être une sorte de monument. Certains de ces blocs pèsent entre 70 et 80 tonnes, ce qui équivaut au poids de 20 éléphants africains. Ces énormes blocs de pierre sont sur la terre ferme pour la première fois depuis plus de 600 ans. Mais que va-t-il se passer maintenant? Les chercheurs s'apprêtent-ils vraiment à reconstruire le phare comme un gigantesque modèle Lego? Pas tout à fait. On ne peut pas simplement empiler des blocs vieux de plusieurs siècles comme ça. Pour commencer, personne n'est sûr à 100% de l'apparence exacte du phare d'Alexandrie. Oui, nous avons des dessins et des indices, notamment de petites images gravées sur des pièces romaines d'Alexandrie. Mais elles ressemblent plus à des croquis rapides d'artistes qu'à des plans détaillés. Impossible donc de s'en servir comme modèle. Et puis il y a le problème des pièces manquantes. Ces pierres récupérées ne représentent qu'une fraction de la structure originale. Au fil des siècles, une grande partie des matériaux du phare a été réutilisée. En fait, l'endroit où se dressait autrefois le phare abrite désormais la citadelle de Qaitbay,
une forteresse construite directement sur ses anciennes fondations. Le fort n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi une attraction touristique et un repère alexandrin bien reconnaissable. Donc, non, Alexandrie ne va pas retrouver sa tour légendaire, du moins pas de cette manière. Au lieu de cela, ces pierres nouvellement récupérées sont destinées au laboratoire de conservation pour être étudiées. Des spécialistes vont nettoyer, stabiliser et documenter chaque rainure sculptée et chaque marque de burin. Plus tard, elles iront probablement dans un musée. Après tout, cela fait partie du trésor national. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons encore la technologie de notre côté et celle-ci nous promet de recréer un phare entièrement explorable, exactement comme il était il y a des siècles. Cette entreprise incroyable porte le nom de Projet Pharos, et sa mission est de transformer ces énormes pierres transportées, linteaux, seuils, dalles de base, et même le mystérieux pylône, en un jumeau numérique complet et visitable du phare d'Alexandrie. Chaque pièce bénéficie d'un scanner 3D haute résolution, rejoignant plus de 100 fragments déjà enregistrés sous l'eau. Le but n'est donc pas uniquement la recherche scientifique. Le projet Pharos vise à redonner au phare son aspect et son ambiance d'origine et à le transformer en musée. Les structures de 100 mètres de haut ont souvent beaucoup d'escaliers, mais la réalité virtuelle est, par chance, bien moins éprouvante pour mes pauvres vieux pieds. Les visiteurs du musée pourront se promener autour de sa base en réalité augmentée, tandis que les chercheurs pourront utiliser le modèle pour tester de nouvelles théories sur sa structure et sa fonction. Espérons que nous pourrons personnaliser notre propre atmosphère, tamiser les lumières et examiner les murs comme dans un jeu vidéo. Je me demande s'ils y mettront aussi des pigeons et des goélands pour le rendre encore plus authentique. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails, mais l'ensemble est en train d'être documenté et sera présenté dans un film très informatif. Bien que nous n'ayons pas de cabine pour voyager dans le temps, des designers talentueux peuvent nous faire retrouver le passé le plus enfoui. Ils ont simplement besoin d'un concept efficace. Certes, de nos jours, vous pouvez presque tout recréer en 3D, mais l'essentiel ici est l'authenticité. Remettre tout à sa place d'origine. Et c'est bien ce que le projet Pharos souhaite réaliser. Peut-être qu'un jour, toutes les merveilles du monde antique finiront par être recréées de manière similaire, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Le tourisme virtuel peut faire gagner du temps et de l'argent. Bien que rien ne puisse remplacer une expérience réelle, visiter des lieux authentiques recréés en réalité virtuelle pourrait être une très bonne solution pour le tourisme de masse. Les habitants sont déjà enthousiastes. La citadelle de Qaitbay attire déjà des gens, mais désormais, Alexandrie s'apprête à accueillir sa première attraction touristique numérique. Bientôt, quiconque possédant un casque VR pourra se tenir au sommet de cette merveille historique, plisser les yeux en regardant le coucher du soleil et enfin répondre à cette question brûlante. Est-il possible de s'épuiser en montant des escaliers virtuels? Et pourquoi pas aussi personnaliser la bande sonore? Saviez-vous que des arbres poussaient jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles, menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. De véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant,
soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré. Prenez un instant pour y songer. Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout, la suite est encore plus surprenante. Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une 3e forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier, mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques
pour déplacer les blocs des pyramides, oubliez la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent. Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site. Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face aux dérèglements climatiques et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendaient pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire.